Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. Robert Bourassa a été le 22e premier ministre du Québec sous la bannière du Parti libéral. Il a été premier ministre de 1970 à 1976 et de 1985 à 1994. Fait notable, il a été élu pour la première fois à l'âge de 36 ans, faisant de lui le plus jeune premier ministre de la province du Québec. René Lévesque a fondé le Parti québécois et a été premier ministre du Québec de 1976 à 1985. Ardent défenseur de la souveraineté au Québec, il est le premier à avoir tenu un référendum sur l'indépendance du Québec en 1980. Pour discuter de ces deux hommes, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Alain Lavigne, professeur en information et en communication à l'Université Laval. Il a écrit un livre qui s'intitule Bourassa et Lévesque, marketing de raison contre marketing de passion aux éditions Septentrion. Un livre que j'ai eu la chance de lire et que je recommande fortement, non seulement pour ses connaissances historiques, mais aussi pour ses caricatures et ses artefacts publicitaires qui nous font voyager dans le Québec des années 70. Bonne écoute. Bonjour, Monsieur Alain Lavigne. Merci d'être avec nous au Parloir aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Donc, on va parler de votre livre Bourassa et Lévesque, marketing de raison contre marketing de passion. Et j'aimerais qu'on commence par aborder ce que vous dites au début de votre livre, c'est-à-dire vous dites qu'on ne peut pas parler de Robert Bourassa sans parler de René Lévesque, que les deux hommes sont indissociables. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Oui, en fait, c'est lié peut-être à mon angle d'analyse là, de l'histoire et de l'histoire des élections. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la communication, du marketing autour des élections au Québec, là, je dirais de la période du Plessis à la période contemporaine. Et dans ce sens-là, parce que j'ai fait d'autres ouvrages avant sur Duplessis, sur Le Sage, et je voulais arriver peut-être à Bourassa ou à Lévesque, puis je me suis dit non, ils sont tellement liés un et l'autre autour de trois élections, parce qu'ils vont s'affronter à la fois en 1970, 1973 et 1976. Donc sur trois élections, ils sont ensemble un contre l'autre, et ça devient difficile de faire une analyse, puis peut-être un ouvrage autour d'une élection ou uniquement autour d'un parti. Donc, à ce moment-là, j'ai choisi de les aborder ensemble, l'un contre l'autre, autour de leur première bataille électorale, qui est celle de 1970. En effet, ces fameuses élections de 1970 occupent une place très importante dans votre livre. On pourrait même dire qu'elles servent un peu de point de départ à votre récit, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, pouvez-vous nous parler de ces élections? Pourquoi ces élections étaient si importantes pour ce C'est une livre? élection qui marque beaucoup de ruptures. On était essentiellement dans le bipartisme au Québec avant, avec quelques partis. Il y avait eu quand même en 66 le RIN, là, un premier parti indépendantiste qui a été dissous là, avec l'arrivée du Parti québécois, mais il y avait de temps en temps des candidats indépendants, mais fondamentalement, l'histoire du Québec, c'était beaucoup le Parti libéral, le Parti conservateur et Union nationale qui a remplacé le Parti conservateur là, au milieu des années 50. Et en fait, l'élection de 70 marque l'arrivée de nouveaux partis politiques, le Parti québécois, avec René Lévesque comme chef, et aussi les créditistes qui sont bien organisés là, avec le ralliement créditiste avec Camille Samson. Et on a encore l'Union nationale qui est au pouvoir là, en 1970 et qui va perdre le pouvoir en 1900, lors de l'élection, là, parce que c'est M. Bourassa qui va se faire élire, et Robert Bourassa qui arrive comme nouveau chef. Donc, il y a beaucoup de nouveaux partis et nouveaux chefs également. Donc, Robert Bourassa
Parti libéral, René Lévesque qui fonde un nouveau parti, le Parti québécois, et Camille Sanson avec le ralliement créditis et l'Union nationale, le parti qui était là, qui était au pouvoir, va aussi à ce moment-là, lui, son chef est un chef qui n'a jamais été élu d'ailleurs, c'est Jean-Jacques Bertrand là, qui a pris la relève de Daniel Johnson, qui est décédé en fonction, mais je pense qu'on a vraiment un autre échiquier électoral là, au Québec, d'avoir plusieurs partis politiques. Puis en fait, c'est une élection intéressante pour ça, puis des nouveaux visages. Je pense que c'est une nouvelle génération également. Et vous comparez cette élection, ou peut-être les élections en général, à une course de chevaux. Est-ce que vous pouvez expliquer cette comparaison? Ben, pour les jeunes qui nous écoutent, en fait, une course de chevaux, ça fait un peu drôle parce qu'on n'a plus d'hippodrome où c'était très populaire dans les années 50 et même avant, je pense, là, d'avoir des hippodromes, des courses de chevaux, les gens mettaient les mises, donc on couvrait, et d'avoir des gens qui faisaient la description à la radio de ces courses-là. Bon, le signal de départ est donné, le cheval numéro 1 prend l'avance, le 3 tire de l'arrière. Vous voyez un peu et bon, il y a le fil d'arrivée et bon, à ce moment-là, il y a le vainqueur et on couvre un peu, je dirais, de tout temps du côté des journalistes, les élections un peu de cette manière-là. Hein. C'est le départ, on leur donne la parole, on les regarde aller, la journée qui suit. Et ce qui va amplifier vraiment cette course décrite là, comme une course de chevaux, c'est aussi l'arrivée de la télé. Donc, on va ajouter des images là, à la période où on est plus à la radio, puis on a plus une couverture dans les médias écrits, d'une certaine manière. Et les journalistes vont vraiment, au niveau de l'image, arriver avec d'autres extraits le lendemain, puis parce que là, on est dans un horizon, il n'y a pas l'information continue également, on est toujours au quotidien avec ce qui arrive de neuf. Mais ce qui va changer, c'est aussi ce qui va encore amplifier l'élection de 1970, c'est le fait que les médias d'information vont eux-mêmes devenir acteurs de la course. Et je m'explique, au lieu de la regarder, la commenter, ils vont interagir dans la course, entre autres en commandant des sondages. Donc, lors de l'élection de 70, il y a 5 sondages à peu près sur l'élection est sur une période assez brève, là, de un peu plus de 4 semaines. Donc, il y a 5 grands sondages, un par semaine, selon différents médias. Et là, c'est le média qui arrive avec ses résultats de sondage qui vient déterminer le portrait de la course, qui va lui-même commenter en ayant en exclusivité cette photo particulière de la course. Donc, on voit que la dynamique un peu de la course de chevaux change et ça continue. Là. On voit bien que c'est encore ça maintenant. Donc, on amplifie la couverture avec un rôle plus actif, même des médias d'information qui commandent leurs propres sondages et qui vont s'en servir pour faire la nouvelle. Donc, vous voyez un petit peu l'image, l'analogie qui Mm-hmm. On faudrait peut-être changer de nom. La course de chevaux, ça ne fait pas très contemporain. Là. Ah, je crois que ça existe encore. Ouais, Peut-être je crois que moins au Québec, c'est mais moins populaire en tout cas. personnellement, je suis jamais allée à une course de chevaux. Est-ce que je manque quelque chose ou... Moi non plus, je suis Ah, jamais allé ok. à une course de chevaux. Mais il y avait des hippodromes à Québec, il y avait des Mhm. hippodromes, un hippodrome à Montréal. Donc, tout ça est disparu, en tout cas dans la culture québécoise, à tout le moins. Mais je pense qu'aux États-Unis, on a encore peut-être des hippodromes, puis le sport continue. Peut-être pas dans son apogée, là. Je pense qu'on est dans un sport un peu vieillissant, là, mais ça existe Mhm. sûrement ailleurs. Mhm. Mais on comprend quand même bien l'analogie. C'est Mhm. bien étayé. J'aimerais maintenant qu'on parle de ces deux hommes, Monsieur Bourassa et Monsieur Lévesque, et en reprenant un peu la structure de votre livre, vous faites un portrait des deux hommes avant et après l'élection. C'est sûr que pour ce balado, vous allez devoir synthétiser un peu vos connaissances, mais allons-y. Quelle était l'image des deux hommes avant l'élection? Ben, je vais peut-être commencer par
par celui qui était déjà un peu plus connu, qui avait une notoriété assez forte, René Lévesque, qui est un ancien libéral. Donc, il faut voir aussi, il faut se rappeler que René Lévesque se fait élire en 1960 sous la bannière libérale, se fait réélire en 62 et en 66, mais va quitter le Parti libéral en 67 parce qu'il essaie d'amener un projet un peu plus nationaliste, voire souverainiste, puis le parti n'accepte pas et c'est la raison pourquoi il quitte le Parti libéral et il va fonder essentiellement le Parti québécois, là, puis qui se présente aux élections de 1970. Donc il a aussi un passé avant même la politique, c'est un animateur télé, radio, journaliste bien connu, correspondant à l'étranger pendant la guerre, donc une image très très forte là, de, de journaliste vedette, une figure connue, puis qui devient ministre également dans le cabinet là, de M. Lesage, qui va aussi en 1962 porter le dossier de la nationalisation complète de l'électricité. Ça c'est un beau legs là, quand même de René Lévesque, là, libéral. Donc quand même un capital image très très fort du côté de René Lévesque pour l'élection de 70 et dont une vedette d'une certaine manière, avec un projet là, complètement nouveau qui peut rallier ceux qui s'intéressent à ce projet-là, mais je pense qu'on a quelqu'un qui a une notoriété très forte, avec un projet à crédibiliser, puis à partager et à rendre sérieux, là, parce que ça pouvait faire un peu radical de proposer une souveraineté, l'indépendance, mais je pense qu'il va porter ce projet-là avec une crédibilité, ce qu'il n'y avait peut-être pas eu le RIN avec Pierre Bourgault dans les milieux des années 60, par exemple. Donc, on voit un peu le portrait de M. Lévesque au début de la course. Et M. Bourassa, ben lui, c'est pas très connu. Hein? M. Bourassa se fait élire pour le Parti libéral en 66. Il est simple député. Donc, on voit que les deux se connaissent également parce qu'ils ont siégé ensemble pendant un certain nombre d'années aussi à l'Assemblée législative à l'époque, avant que ça devienne l'Assemblée nationale. Et je dirais que même M. Bourassa a une grande admiration pour M. Lévesque. C'est presque un grand frère. Puis bon, il y a des liens là, personnels entre les deux. Et M. Bourassa, bon, se présente à la chefferie en 1970, va remporter la chefferie, mais il a toute une notoriété à construire rapidement en 70 parce qu'il est très peu connu. Et dans ce sens-là, on va le présenter comme jeune. On va jouer beaucoup sur... Il a 36 ans, donc il est effectivement très jeune. C'est un économiste bien formé et on va le présenter comme le candidat rationnel, sérieux, économiste qui peut vraiment nous sortir des problèmes économiques de la période parce qu'il y avait un taux de chômage assez important puis certains problèmes. Là. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va positionner M. Bourassa et on va le faire beaucoup avec la télé parce que quand on a un capital image très, très faible, ben, la meilleure façon, en tout cas à l'époque, de se faire connaître, c'est la télé. Donc, le Parti libéral, qui a une très bonne équipe, c'est un parti quand même qui a un bon historique d'organisation, va aider beaucoup M. Bourassa à se faire connaître très rapidement, puis à le positionner, entre guillemets, comme quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est jeune, qui est dynamique, qui peut devenir un chef, puis aider le Québec à sortir d'une situation économique pas simple dans les années 70. Voilà l'âge de départ des deux personnes. Donc, on voit que c'est très différent. Là. Oui, oui. Et là, la campagne électorale commence et est-ce qu'au fil du temps, est-ce qu'il va y avoir une animosité qui va naître entre ces deux personnages-là ou ils vont demeurer courtois parce que vous avez dit qu'il y avait des liens un peu entre les deux? Dans la mesure où on peut être courtois dans une campagne électorale, je pense qu'on se vouait d'un côté comme de l'autre un très grand respect. Mais dans la joute électorale, parfois, on pouvait s'envoyer des pleurs de banane, puis réagir, parce que si on ne joue pas les règles du jeu de la politique qui sont assez de réagir, de contre-attaquer, tout ça. Donc, je pense que ça, il y a eu des épisodes un peu plus de friction, mais il n'y a jamais eu un non-respect entre les deux personnes, entre les deux personnages. Je pense qu'on a présenté, on a eu une course dans ce sens-là qui était
honorable, dans la mesure où on peut avoir des courses électorales honorables, parce que de temps en temps, il y a des épisodes un peu plus directs, là, mais je pense que ce respect-là des deux côtés était palpable. Et même dans le télégramme de la défaite, parce que, bon, M. Lévesque envoie un télégramme à la toute fin, le soir même là, de sa défaite électorale, et va dire à M. Bourassa, ben, va le féliciter pour la campagne, tout ça, mais va relever, ben, vous voyez, il faudrait peut-être s'attaquer au problème de la carte électorale au Québec, qui fait en sorte que le Parti québécois, qui a quand même obtenu 23% des votes, ce qui est quand même beaucoup pour un parti pour une première élection, va obtenir que 7 sièges. Donc, la disparité là, de la carte, les écarts vont pénaliser beaucoup le Parti québécois. Et c'est le message que va lancer René Lévesque tout de suite à Robert Bourassa, là, qui devient premier ministre, le plus jeune de l'histoire du Québec, là, à 36 ans. Là. Impressionnant. Mm. Et donc là, c'est M. Bourassa qui remporte l'élection. Et quelle était l'image des deux hommes après l'élection? Ben, je pense qu'on a vu, on a fait connaître Robert Bourassa, hein, qui n'était pas connu. Je pense on a vraiment joué beaucoup la carte de la jeunesse, beaucoup la carte aussi de la campagne sur sur l'économie. Donc, c'est Québec au travail, le slogan. Et M. Bourassa va ajouter personnellement. Et ça, je pense qu'on ne le note pas assez souvent. M. Bourassa disait, ouais, c'est beau, ça, ce slogan-là. Mais moi, j'aimerais faire une promesse aux Québécois, c'est 100 000 emplois. Donc, c'est resté d'ailleurs dans l'imaginaire, 100 000 emplois en 1971. Donc, si ça va se matérialiser, si vous m'élisez avec une promesse personnelle que je vous fais de créer 100 000 emplois. Donc, vous voyez, la campagne, elle est très axée sur la dimension économique. M. Bourassa étant un économiste, on n'en avait pas beaucoup au Québec, là, en passant à l'époque. C'était un métier qu'on connaissait très peu, là, et qui était créé, bien sûr. Là, puis il avait étudié à l'étranger. Puis on a bien vu aussi que il était quelqu'un de sérieux, même malgré sa jeunesse, très rationnel, très cartésien. Il n'avait peut-être pas le charisme de René Lévesque, la vedette, celui qui est à l'aise avec les foules, etc. Mais on a vu quelqu'un de sérieux, puis en qui on pouvait faire confiance. Puis dans ce sens-là, les Québécois l'ont appuyé. Là. Quand même, c'est 72 comtés libéraux, puis 45% du vote. C'est quand même une élection assez importante en termes de représentation du Parti libéral. Et d'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, il va quand même regagner aussi l'élection qui va suivre en 1973. Le Parti libéral va d'ailleurs être reporté au pouvoir avec plus de 100 députés. Et le Parti québécois va reculer à 6, mais va augmenter son taux de vote aussi. Puis on voit là, le problème de la carte électorale, la représentation là, qui ne va pas dans le sens des pourcentages de vote puis des comtés. Là. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont intéressants à suivre un et l'autre, c'est qu'il y aura une troisième période. Donc, M. Lévesque avait perdu les deux premières périodes, 70-73, mais ça nous mène à l'élection de 76 où là, le Parti québécois va prendre le pouvoir et René Lévesque va devenir premier ministre. Donc, je changerais peut-être la métaphore de la course de chevaux pour la partie de hockey dans leur cas. Hein? Première, deuxième, troisième période. Ça va plaire à beaucoup de Québécois. Ouais, surtout que ça va pas très bien par les temps qui courent au hockey. Là, disons que on va y aller avec la politique. Là. On comprend bien, c'est une bonne image. Oui. Alors, René Lévesque finit par être élu en quelle année, vous avez dit? En 1976. OK. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bien fait pour réussir cette fois-ci? Ben, M. Lévesque, c'est un peu l'angle de mes livres. Là, c'est toujours l'aspect, je dirais, du marketing, finalement, des personnages politiques. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va peut-être se faire conseiller davantage, donc être un peu moins intuitif, puis vraiment miser sur son charisme et bon, d'être
de s'habiller davantage aussi, parce que ça va même de son point de vue, là, c'était quelqu'un qui n'était pas soucieux de la façon de s'habiller, de se présenter. Il avait la mauvaise habitude d'arriver en retard. Donc, vous voyez, on va vraiment plus le rendre éventuellement premier ministre. Si on veut avoir quelqu'un qui a une personnalité de premier ministre, faut-il qu'on le présente puis on voit que son image va dans ce sens-là. Puis c'est intéressant d'analyser la campagne de 1976 parce qu'on voit bien cette transformation de l'image de M. Lévesque. On a M. Lévesque avec une cravate, on a quelqu'un qui a manifestement un veston pas froissé, qui est plus serein également, qui est moins batailleur, parce qu'il faut voir que dans la personnalité de M. Lévesque, c'est quelqu'un d'assez qui réagit au quotidien, qui est un peu plus pugnace d'une certaine façon, là, puis on va le rendre un petit peu plus... on va tout simplement le rendre un petit peu plus... un des legs de M. Lévesque, je pense qu'il faut peut-être le dire, c'est que le mouvement, déjà séparatiste, était perçu par beaucoup de Québécois comme étant très radical, hein, c'est une rupture. Et le fait de porter ce mouvement-là, en n'étant pas un radical, vous voyez, c'est pas simple non plus. Et je pense que c'est ce que René Lévesque c'est de donner une crédibilité à cette option-là, d'avoir un projet de pays et qui n'est pas un projet radical, qui est un projet démocratique. Et ça, l'évolution de l'image de M. Lévesque va aller dans ce sens-là également, là. Donc, quelqu'un d'un peu plus, un peu moins bohème. C'était le côté qu'il y avait, intuitif, bohème. Il va devenir un peu plus quelqu'un de très accessible également, là, ce qui n'était pas nécessairement M. Bourassa, parce que M. Bourassa, dans sa campagne, il écoutait religieusement en 1970 ses conseillers, qu'il plaçait dans des situations à la télé avec un bon angle de caméra parce qu'il y avait un meilleur angle pour son visage, vous voyez le genre, là. Puis on le peignait, la peignure, on était dans les menus détails du côté libéral, et M. Bourassa, qui ne connaissait pas trop la communication politique, se fiait vraiment à ses conseillers, puis appliquait, puis on ne le mettait pas dans des situations où il pouvait mal paraître, alors que René Lévesque était partout avec ses intuitions et n'écoutait pas beaucoup ces gens de communication, ce qui va se mettre à faire un peu plus pour l'élection de 76, tout simplement pour bien faire les choses, puis être un peu plus présent aux bons endroits, puis être plus politiquement correct également dans ce qu'il pouvait dire. Donc, c'est des personnages contrastés, là. C'est ce qui devient intéressant aussi, de voir qu'un est tellement presque l'opposé de l'autre. Et c'est ce on n'a pas ça si souvent que ça dans une histoire politique, là. Donc, ça s'est produit. Puis les deux sont intéressants dans la mesure où ils ont été dans notre paysage politique, là, avec deux options fédéralistes, souverainistes, pendant à peu près un quart de siècle, là. Ils ont été là dans la durée. Il n'y avait pas beaucoup de débats et de questions qui ne nous amenaient pas à un et l'autre, là. C'est pour ça que pour moi, c'était bien difficile de les séparer, là. Puis c'est ce que j'ai fait autour de l'élection de 1970. Puis mon projet, c'était éventuellement peut-être de traiter de l'élection de 76 et d'appliquer un petit peu la même grille, là, que j'ai utilisée pour l'élection de 70 et de voir un peu la troisième période, le match revanche, puis les transformations d'image également. Puis il faut voir qu'en 1976, là, M. Bourassa porte le poids de scandales là, autour de son gouvernement. Pensons juste à l'histoire des Olympiques, les coûts excessifs. Il y avait beaucoup de dossiers linguistiques. Donc, quand on porte aussi, je dirais, un gouvernement, puis on doit défendre le bilan d'un gouvernement. C'était pas facile pour M. Bourassa de défendre son bilan en 76. Là. Donc, c'était un élément qu'il n'y avait pas en 70, où il était à la nouveauté. Donc, on voit qu'il y a toujours des éléments de contexte là, qui vont justifier également. C'est pas juste une question de bons communicateurs qui nous aident à mieux passer nos messages, mais il y a des éléments de contexte liés à chaque élection là, qui vont jouer également, là. Mais l'image de M. Bourassa, je dirais, on a pris un petit peu pour son rhume en 76, là, compte tenu de certains dossiers qui n'allaient pas très bien. Et ça a aidé le Parti québécois à prendre le pouvoir. Et ce qui est intéressant aussi dans le cas de M. Bourassa, c'est
c'est qu'il disparaît, donc il démissionne en 76, mais il va revenir en politique. Il va revenir en politique en 1983 pour se représenter comme chef après, après, justement, il va en Europe, il va étudier le fédéralisme, il était toujours intéressé là, à la politique, il va enseigner même dans certaines universités et dans l'optique de revenir, donc il redevient chef en 83, va se faire élire en 1985, il va se faire réélire en 1994. Ça, on ne voit pas ça souvent également, un chef qui est comme déchu de son parti et qui va revenir pour une deuxième. D'ailleurs, on parle de Bourassa 2, là, puis Bourassa 1 là, quand on lit sur le personnage, parce qu'il y a vraiment. Et c'est plus le même Bourassa. Là. On voit que c'est un Bourassa plus. Euh, qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui va se dégager beaucoup de ses consultants, des gens de son entourage qui le dirigeait beaucoup parce qu'il était nouveau en politique. Il va devenir beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus avec une vision qui lui est personnelle. Et on se souvient de lui autour aussi de la question de l'accord du lac Meech, toute l'histoire d'un rapatriement de la Constitution et de la notion de société distincte qu'il a essayé de faire passer là, du côté partout au Canada. Là. Donc, c'est un dossier qui a porté, qui a malheureusement pas abouti à une intégration là, de ce concept-là dans la Constitution canadienne, mais il a vraiment été aussi un premier ministre pas juste fédéraliste, je dirais oui fédéraliste, mais avec un côté très nationaliste. Et je pense qu'on a oublié, l'histoire nous ramène dans l'actualité à dire, ouais, mais c'est peut-être vrai que Bourassa, il n'était pas que fédéraliste. Il y avait quand même, il portait les questions de la langue, l'importance du français dans l'affichage, la question de la société distincte. Il y a eu des déclarations aussi assez fortes là, à l'Assemblée nationale pour affirmer l'identité du Québec. Donc, je pense qu'il mérite d'être étudié aussi avec un regard, je dirais, plus contemporain que la période où on l'a plus opposé, on les a opposés, là, fédéralistes, souverainistes. Je pense que c'est des gens qui sont nuancés et qui méritent qu'on les étudie avec une meilleure distance, puis on relativise, puis on éclaire des angles qu'on n'avait peut-être pas vus dans le feu de l'action dans ces années-là. Là. Mhm. Et à voir dans votre livre, j'ai lu les contributions politiques de M. Bourassa et la liste est longue. Vous avez déjà mentionné quelques-uns à l'instant, mais il y avait aussi l'assurance maladie, les CLSC. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas nommés? Ben, moi, je vous dirais la baie James, toute la question Mhm. des barrages hydroélectriques, c'est un projet très important, là, c'est un legs très important de M. Bourassa. Mais et encore là, on les lit, ce legs-là est possible si René Lévesque, Parti libéral 1962, si M. Lévesque porte pas, et c'est l'élection de 1962, c'est une élection référendaire d'une certaine façon, où la question qui est posée, qui est amenée aux Québécois, voulez-vous qu'on nationalise complètement les compagnies d'électricité et qu'on rapatrie tout ça? Et c'est le ministre des Richesses naturelles, René Lévesque, qui porte vraiment le dossier et qui réussit, parce que M. Lesage n'était pas tout à fait d'accord au départ, donc il réussit déjà à convaincre M. Lesage à porter ce dossier-là. Et je pense que c'est un beau legs de René Lévesque qu'on a tendance à oublier parce que c'est son passé libéral, mais il a donné aux Québécois, il a permis aux Québécois d'avoir Hydro-Québec, comme on connaît, un fleuron qui nous est bien utile là, par les temps qui courent et depuis très longtemps également, je pense qu'il faut voir. Mais on voit M. Bourassa qui capitalise sur la suite d'Hydro-Québec pour les grands barrages. Donc, vous voyez, les deux sont liés autour Mhm. d'un dossier comme celui-là. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils ont... et j'ai déjà entendu aussi une entrevue de M. Bourassa là, qui disait Ah, j'admire René Lévesque parce que finalement, il a tout ce que j'ai pas, là, le charisme, le côté intuitif, le côté de bien connecté
D'ailleurs, il y a deux belles photos là, dans le livre que j'ai utilisé. Il y en a une qui nous montre sur scène lors d'une assemblée électorale, M. Bourassa peigné de manière impeccable avec une belle grande photo derrière de lui, encore là impeccable. Et on en a une autre où on voit René Lévesque assis au bar avec des travailleurs puis en buvant une grosse bière, là. Donc, ça donne une idée, je pense, autour de l'élection de 70, en tout cas des images contrastées là, que pouvaient avoir les deux hommes. Là, mais les deux ont pris les habits de premier ministre. Il faut voir que c'est plus René Lévesque là qu'on va avoir en 76. Là. On ne le verra pas avec un veston défraîchi au bar. On va le voir habillé en premier ministre avec des déclarations de premier ministre. Puis il va être beaucoup plus ponctuel. Je pense que les gens vont aussi autour de lui l'aider à avoir une vie plus structurée puis à prendre les habits de premier ministre. Ça c'est intéressant également. Mais la cigarette va toujours rester. Ça, il va pas l'abandonner. Ouais, ça, la cigarette, il va avoir de la misère, mais on réussit à le convaincre de ne plus fumer à la télé. Donc, que ses photos officielles ne le montreront pas avec la cigarette. Donc, il y a une petite évolution de ce côté-là, là, mais elle est difficile. Donc, c'est ça, j'aimerais qu'on continue sur les contributions politiques. On a parlé de celle de M. Bourassa et René Lévesque, vous avez commencé un peu aussi, mais en quoi on peut être reconnaissant envers M. Lévesque au Québec? Ben, je pense que la question du nationalisme, là, je pense qu'il a, à sa façon, amené le dossier national dans un contexte aussi de le présenter de manière démocratique, là, de discuter de cette question-là sans qu'il y ait des bombes, là, parce qu'il y avait eu des bombes aussi dans les fin des années 60. Là, le mouvement avait peut-être démarré de manière plus radicale et plus explosif, sans faire de jeu de mots. Là, M. Lévesque l'a porté dans un cadre démocratique. Et ça, je pense que c'est tout à son honneur d'avoir été ce personnage qui rendait cette cause-là plus qu'on pouvait discuter. Bien sûr, il y a eu des tiraillements, là, mais je pense que c'était... et c'est un grand démocrate. Je pense qu'il faut donner aussi à René Lévesque ce côté de démocratie, d'amener le projet qui aurait pu être accepté via un référendum. Là, c'est aussi... et le démocrate, une fois au pouvoir, c'est la réforme des institutions parlementaires démocratiques. Donc, il a amené beaucoup de nouvelles législations pour faire en sorte que la corruption, par exemple, dans plusieurs milieux, les façons de faire changent. Ça, c'est un bel apport du côté de M. Lévesque. On se souvient aussi de la loi sur le territoire agricole, là, sur la protection du territoire agricole, la réforme de l'assurance automobile là, qui est portée par Mme Payette également, mais le gouvernement Lévesque en 1976, là, c'est un gouvernement avec beaucoup de réformes, beaucoup de nouvelles mesures en peu de temps, et un gouvernement aussi, on se souvient de certains ministres, là, c'est un gouvernement où le taux d'éducation et de formation est les plus élevés, un des plus élevés de l'histoire du Québec. Là. Je pense qu'il faut voir que ceux qui avaient étudié au collège classique, qui étaient soit des enseignants, soit des avocats, soit des économistes, on pense à M. Parizeau, donc va prendre le pouvoir. Donc c'est un gouvernement très, très compétent, professionnel, avec beaucoup de savoir et je pense qu'il va vraiment des syndicalistes assez et c'est un gouvernement d'ailleurs ça aussi on oublie le Parti québécois de 70, c'est un gouvernement c'est un parti de coalition d'avoir réussi à aller chercher des gens qui étaient plus de droite, des gens qui étaient de gauche, presque d'extrême gauche parce qu'on a rattrapé les gens du aérien en les ramenant un petit peu plus à un projet qui pourrait être un projet de conciliation. Ça, c'est pas simple. Puis on voit que le Parti québécois a encore ce tiraillement-là qui demeure. Là. Puis mais M. Lévesque le fait à sa façon, puis a construit quand même un parti politique qui a réussi à prendre le pouvoir et à le conserver là, un certain temps, puis amener quand même un référendum quand il était là, puis un autre référendum avec Parizeau. Là. Donc, je pense que ça aussi, il ne faut pas négliger que le Parti québécois, c'est quand même un legs là,
C'est un gouvernement, c'est un parti qui est dans l'histoire du Québec des dernières années est quand même important, il a eu son mot à dire. Et concernant Monsieur Lévesque, là, je vais piger dans mes connaissances personnelles, donc vous me corrigerez si je me trompe, mais de ce que j'avais compris, c'est comme si Monsieur Lévesque a vu, quand il était plus jeune, que les Québécois avaient comme une faible estime d'eux-mêmes par rapport aux anglophones. Puis c'est comme si lui, il s'était donné la mission un peu de remonter notre estime, notre fierté. Puis je crois aussi que c'est pour ça qu'il était journaliste. Son journalisme essayait de nous éduquer, de nous informer. Donc je crois qu'il y avait une belle mission, Ouais, ben, cet homme-là. c'est intéressant votre question dans la mesure où tout personnage politique porte un bagage, ce qu'il est, puis il y a des valeurs, oui, il y a des valeurs de parti, mais il y a des valeurs personnelles. Là. Puis le René Lévesque, ben, c'est quelqu'un qui a grandi aussi dans à New Carlisle, dans un milieu très anglo-saxon. Donc, c'était même majoritaire dans le coin, donc qui a été rapidement avec des anglo-saxons. Puis il a réussi à composer. Il faut voir qu'il il était, on appréciait beaucoup son anglais. C'était très Mhm. américain. Il a été correspondant de guerre, mais pour l'armée américaine, hein, ça vous donne une idée. OK. Et c'est quelqu'un qui était pas dans un nationalisme fermé, qui comprenait aussi la réalité du Canada, puis la réalité anglo-saxonne et qui était presque admiré. Là. Je pense faut voir René Lévesque aussi, les anglophones du Québec et du reste du pays. Peut-être pas pour, là, pour la plupart, mais reconnaissant cet homme, quelqu'un qui avait vraiment qui avait des valeurs, les défendait bien, puis qui était sympathique. Là. Je pense qu'on avait cet attachement même là, du côté des gens qui n'étaient pas de son allégeance, puis qui étaient anglo-saxons, de dire ben, c'est quand même, il représente bien où le Québec est rendu, il le fait de manière non radicale, démocratique. Et M. Lévesque représente lui-même également, oui, il voulait amener les Québécois, leur donner confiance, être un porte-voix, là, mais c'est aussi quelqu'un de tiraillé. Là. On voit que c'est pas facile, il est partagé, il doute. C'est pas quelqu'un qui a une assurance, comme va avoir Jacques Parizeau. Jacques Parizeau, l'économiste, puis Jacques Parizeau, tout est clair, tout est bien cadré, alors que M. Lévesque a beaucoup d'hésitation, mais les Québécois se reconnaissent beaucoup en René Lévesque. Là. Les Québécois sont hésitants parfois, ont de la Mhm. difficulté à prendre des décisions, n'ont pas confiance en eux. Donc René Lévesque avait cette vulnérabilité, tout en ayant la force et la façon de présenter et de porter son projet, il portait les doutes également, que c'était pas simple, qu'il pouvait être tiraillé, qu'il pouvait avoir des querelles intestines, puis bon, avec des collègues, mais il le faisait tellement avec passion et énergie que je pense les Québécois se reconnaissaient beaucoup en lui. Là. Mhm. Et M. Bourassa, dans ce sens-là, était l'économiste, le, le, la personne bien formée, bon, on a besoin d'un bon comptable, là, quelqu'un qui a les idées claires, qui est cartésien, puis on ne lui demande pas d'avoir du charisme nécessairement, mais monsieur Bourassa aussi, on sait que c'était quelqu'un qui était très près des gens, très accessible, mais c'est pas l'image qu'il dégageait. C'est pas Mhm. l'image qu'il dégageait, et c'est même pas celle qu'on a construite, parce qu'on l'a construite tellement comme quelqu'un de sérieux cartésien que ce côté-là de sa personnalité très affable, elle n'a pas été développée publiquement et on l'a peut-être un peu plus vu là, dans les dernières années, quoique les dossiers étaient tellement chauds là, qu'on ne pouvait pas trop jouer sa personnalité, mais je pense que dans les livres qu'on écrit sur lui, on voit que il était aussi un Québécois très accessible là. Et c'était pas quelqu'un de l'élite, c'était pas quelqu'un qui représentait l'élite et qui pouvait aller écouter les gens comme l'évêque le faisait. Il ne faisait peut-être pas au bar, là, comme René Lévesque, mais il le faisait de manière très relationnelle, très personnalisée avec des militants, puis c'était très facile d'accès. Là. Oui, donc pour résumer, Bourassa était un tacticien, un cartésien. L'évêque était
un charismatique qui suivait son instinct. Donc, deux hommes différents, mais ça montre qu'il n'y a pas juste une méthode, une manière d'accéder au poste de premier ministre, parce que tous les deux ont réussi à accéder au poste pour plusieurs mandats. Donc, oui, c'est... Effectivement, effectivement. Je pense que vous résumez bien les personnalités et les projets. Les projets là, qui sont très différents. Un projet libéral là, axé sur l'économie, puis un projet souverainiste axé sur un projet de pays. Là. Donc, Mhm, les projets, les personnalités étaient différentes également. Puis, les contextes là, ont joué là, également dans les succès électoraux. Puis, c'est un peu comme ça que ça se passe. En tout cas, ça s'est passé dans ces années-là. Là. Et mhm. avoir des personnages politiques qui, dans la durée, là, ceux qui ont été là dans les dernières années ont été là pour moins longtemps. Là. Donc, d'être Mhm. là, c'est presque 25 ans là, de vie politique pour ce qui est de René Lévesque, avec un épisode où il n'est pas à l'Assemblée nationale, là, de 70 à 76, il ne se fait pas élire, il est chef, mais il n'est pas à l'Assemblée nationale. Monsieur Bourassa est là de 66 à 94, avec un épisode justement entre 76 et 83 où il n'est pas là. Donc, mais on additionne les années là, euh, actives, c'est plus de 20 ans de présence dans le paysage politique. Là, chacun, c'est quand même pas rien. Là. Pas beaucoup de politiciens qui ont fait ça depuis. Là. Oui, oui, en effet, on est beaucoup plus volatile aujourd'hui. Ouais, ouais, Oui. disons qu'on leur donne leur congé plus rapidement. C'était vraiment intéressant. Je vous remercie énormément pour votre contribution au parloir et aussi pour votre livre qui a beaucoup d'images et de caricatures originales. Je pense que c'est de votre collection à vous. Ouais, pour la plupart, effectivement, là, c'est une collection personnelle. C'était ma façon d'aborder l'histoire parce que je trouvais que il y a toutes sortes de façons des fois d'étudier. Et moi, je voulais le faire un peu plus par les images, ce qui en reste, des, des, euh, des documents de promotion d'élection et qui portent des messages et qui présentent, je dirais, des slogans. Et c'est vraiment ce côté-là là, qui me permet d'entrer là, et puis montrer, en tout cas de moi-même, et voir l'histoire du Québec autrement. Et Mhm, sous l'angle de la communication, parce que je suis prof de communication, ça m'intéresse de voir comment on faisait la communication il y a 30, 40 ans. Là. Et mhm. c'est la professionnalisation. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que ce sont des partis politiques qui adoptent des nouvelles façons qui sont en fait de plaquer, de reprendre la façon de faire la mise en marché des biens de consommation qu'on connaît, le marketing économique, et de l'appliquer un peu à la politique. Donc avec beaucoup de publicité, slogans, vraiment segmentation de marché. Et ma surprise, c'était de voir qu'en 1970, dès sa première élection, le Parti québécois est déjà dans ce mode marketing, mais avec je pense que c'est 4 ou 5 fois moins d'argent que le Parti libéral parce que c'est un parti qui débute et qui n'a pas beaucoup de sous. Donc, une présence publicitaire moins importante, mais il y aura de la publicité, mais évidemment, on n'aura pas le volume puis la présence du Parti libéral qui va, lui, aller dans le sommet des dépenses possibles pour un parti politique en 70, alors que le Parti québécois n'a pas ces moyens-là. Mais la méthode, elle est la même. Donc, Mhm. publicité, vraiment événements, etc. Et je dirais dans la gestion de l'image des chefs, ben là, il y aura une petite variante. Monsieur Lévesque ne se laisse pas gérer par Mhm. ces gens de communication aussi facilement que Monsieur Bourassa va le faire, parce qu'il est tout nouveau, puis il a tout à apprendre, puis il ne connaît pas beaucoup la com politique. Et M. Lévesque, étant une vedette qui connaît déjà le monde des médias, bon, on ne lui dira pas. D'ailleurs, il va réécrire ses communiqués. Hein, quand on lui fait un communiqué de presse, il va les corriger, il va les. C'est ce que fera pas monsieur. Donc, on voit son intervention, puis sa résistance. Vous l'avez dit tantôt, vous ne m'empêcherez pas de fumer, ma photo officielle est correcte, etc., etc. Vous ne me ferez pas dire des affaires que je ne veux pas dire. Donc, il y aura une résistance, mais
à la fois, Monsieur l'évêque, on va le voir, va être obligé de s'arrimer un peu plus à des façons classiques là, de présenter les personnages politiques pour les rendre plus crédibles puis plus acceptables pour les électeurs, là. Sans qu'il perde son âme quand même, hein. Oui, bon, ben, c'était très intéressant. Merci d'avoir contribué à faire vivre la mémoire de ces deux grands hommes du Québec. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Lavigne. Ça m'a fait plaisir.